Good afternoon, everyone. Bonjour tout le monde, Welcome back to the bienvenue Educational Fund. à nouveau au symposium du Fonds de l'éducation de l'IAS pour l'Afrique occidentale et centrale. I'm the Director General of Ghana AIDS Je suis Kiarme Atouene, Health Specialist. je suis spécialiste en santé publique. Experience. J'ai une expérience qui s'étale sur plus de 20 ans. The second session Je viens de la Commission du Ghana sur le SIDA. J'ai le plaisir d'animer cette deuxième séance du symposium qui se penchera sur les innovations en matière de dépistage et diagnostic du VIH, la voie à suivre pour passer à l'échelle supérieure. You may recall that the UNAIDS reported in the Global AIDS Report for 2021 that Le rapport de l'ONU-SIDA en 2020 signale très bien que vers la fin de l'an 2020, plus de 60% des personnes séropositives sont toujours non diagnostiquées. Si vous considérez la situation au Sahel par rapport à l'Afrique occidentale et centrale, vous remarquez que les personnes séropositives non diagnostiquées au Sahel, dans la région du Sahel, se retrouvent en Afrique occidentale et centrale. Par conséquent, il est primordial pour nous d'élargir l'étendue du dépistage du VIH et particulièrement pour atteindre les populations clés dans cette sous-région. Grâce aux technologies, nous avons un autotest VIH qui est maintenant disponible et qui permet de fournir ces outils d'autodépistage aux populations vulnérables et séropositives. Nous avons un grand nombre d'intervenants et de panélistes avec nous cet après-midi pour discuter ce sujet. Nous avons donc un grand nombre de panélistes qui vont commenter sur ce sujet en particulier. Par ailleurs, nous aurons une séance de questions-réponses. Durant cette séance, vous aurez donc la chance, en tant qu'auditoire, de poser vos questions. Nous espérons vraiment que ce programme vous sera utile dans votre travail actuel. Et nous attendons à ce que vous participiez activement à la séance de questions-réponses. Avant de passer aux présentations, je voudrais juste partager avec vous quelques règles à respecter durant cette réunion. Les micros de tous les participants seront coupés durant la séance. Maintenant, les micros sont déjà coupés. Veuillez noter également que les services d'interprétation en français sont disponibles pour tous ceux qui se connectent avec nous en ligne. Veuillez donc sélectionner votre langue en bas de votre écran pour écouter les présentations et les discussions dans votre langue de préférence. J'invite également tous ceux qui se connectent avec nous virtuellement de s'introduire dans la boîte de dialogue que vous pouvez voir en bas de l'écran à droite. Vous allez voir quand vous tapez que votre message apparaît dans cette boîte de dialogue à la droite de votre écran. Veuillez donc taper votre prénom, votre nom de famille, l'organisation dans laquelle vous travaillez et le pays d'où vous provenez, que l'on utilise et que l'on saisisse cette opportunité pour se connecter et mieux se connaître. Si vous faites face à des problèmes techniques ou si vous êtes incapable de voir la boîte de dialogue, je voudrais juste vous appeler à changer votre navigateur Internet et je vous appelle également à sélectionner tous les cookies pour pouvoir entrer en interaction avec les intervenants quand vous entrez à la plateforme. Veuillez également utiliser la même boîte de dialogue pendant la séance questions-réponses qui aura lieu juste après les présentations. Vous êtes également prié d'envoyer vos commentaires dans la boîte de dialogue. En tant que participant actif au symposium du Fonds d'éducation de l'IAS pour la région de l'Afrique occidentale et centrale, vous avez la possibilité de bénéficier d'une offre spéciale d'adhésion à l'IAS, à la Société internationale du SIDA,
Si vous achetez une adhésion pour 1 an, vous aurez 6 mois supplémentaires gratuits. Si vous achetez une adhésion de 2 ans, vous obtiendrez une année supplémentaire gratuite. Pour profiter de cette offre, veuillez contacter par courriel l'adresse suivante: memberservice@iassociety.org. I will now want to introduce J'aimerais pour le moment introduire notre premier intervenant et en fait nos intervenants pour la séance. Nous avons en premier Dr Joseph Larmarange. Dr. Joseph Lamarange is a senior demographer. Dr Joseph Larmarange est démographe principal à l'Institut français de recherche pour le développement durable. Au cours des 15 dernières années, Dr Joseph Larmarange a travaillé précisément sur le VIH dans la région de l'Afrique occidentale, l'Afrique de l'Ouest et du Sud, et spécialement sur le dépistage et les stratégies nouvelles de prévention auprès de la population générale et auprès de populations clés. Il est actuellement l'enquêteur principal de l'étude ANRS 12381 Princesse qui met en œuvre des cliniques mobiles en matière de santé sexuelle, y compris PrEP, prophylaxie pré-exposition, et la gestion du virus de l'hépatite B. Donc, cette étude cible les travailleuses de sexe en Côte d'Ivoire. Il est également coordonnateur scientifique du projet Atlas financé par United qui vise à promouvoir et distribuer les kits d'autodépistage du VIH auprès de populations clés et vulnérables en Côte d'Ivoire, au Mali et au Sénégal. Dr Joseph Larmarange présentera sur les leçons tirées de l'autotest durant la pandémie. Il nous parlera des conclusions du projet Atlas. Dr Larmarange, vous avez la parole. Vous aurez uniquement 10 minutes. Nous vous remercions. Bonjour, je m'appelle Joseph Larmarange. Je suis le démographe principal de l'Institut français de recherche et je suis également le coordonnateur scientifique des activités de recherche dans le cadre du projet Atlas en Côte d'Ivoire, au Mali et au Sénégal. Aujourd'hui, j'aurai le plaisir de partager avec vous quelques leçons tirées du projet Atlas à l'ombre de la pandémie de la COVID-19. Le projet Atlas est financé par United et il est coordonné par l'ONG Soltid avec le soutien d'IRD. Il est mis en œuvre en Côte d'Ivoire, au Mali et au Sénégal avec le soutien du ministère de Santé et plus de 130 agents et partenaires locaux. Nous avons 1400 agents qui ont été formés pour distribuer les kits d'autodépistage du VIH et plus de 400 000 kits ont été distribués depuis la moitié de l'an 2019 dans plus de 170 sites de distribution. La stratégie de distribution du projet Atlas se base sur la distribution primaire où les kits sont fournis immédiatement aux bénéficiaires, ou bien elle se base sur la distribution secondaire où ces kits sont accordés à des personnes qui vont partager ces kits par la suite à leurs proches, à leurs pairs et à leurs partenaires. 85 personnes du projet Atlas ont été ciblées auprès de populations clés, notamment les travailleuses de sexe, et les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et les toxicomanes. En Côte d'Ivoire, au Mali et au Sénégal, et durant la période de mars à mai 2020, diverses mesures ont été entreprises par les gouvernements en réponse à la pandémie de la COVID-19. Les rassemblements de groupes ont été bannis vers la moitié du mois de mars. L'état de l'urgence de santé a été déclaré du 20 au 23 mars et plusieurs mesures imposant des restrictions au mouvement des populations ont été entreprises. Un couvre-feu a été appliqué en Côte d'Ivoire entre mars et mai. Un autre couvre-feu au Mali a été appliqué entre mars et mai et au Sénégal entre mars et juin. Depuis juin 2020, nous avons atteint le stade de la gestion épidémique
qui a connu l'allègement de différentes mesures. Ce graphique représente le nombre de kits d'autodépistage du VIH distribués par mois dans les différentes activités de sensibilisation auprès des populations clés, par mois et par pays. Dans les 3 pays, nous avons vu avant la pandémie de la COVID-19 comment il y a eu une croissance des activités de distribution. Et, et entre mars et mai 2020, là où il y a eu des couvre-feux et que vous pouvez voir représenté par la colonne en gris, là, la distribution a été variée d'un pays à l'autre. Au Sénégal, par exemple, pendant ces 3 mois de couvre-feu, il y avait eu une cessation complète des activités de distribution, abstraction faite du canal de distribution. En Côte d'Ivoire, il y a eu une réduction semblable de distribution des kits d'autodépistage, en particulier en avril 2020. Au Mali, par exemple, il y a eu une stabilisation des kits distribués, une cessation entière de la croissance des activités de distribution par rapport à la période pré-COVID-19. Depuis juin 2020, il y a eu quand même une relance au niveau des activités de distribution des kits. Donc, les activités se sont relancées au Sénégal et le nombre de kits distribués a augmenté au Mali et en Côte d'Ivoire. Abstraction faite de la pandémie de la COVID-19, les activités de sensibilisation et de distribution se sont ralenties dans les différents pays. Sur ce graphique, nous pouvons voir, par exemple, le nombre le nombre de kits distribués par mois selon le groupe de personnes. Les activités face à face sont représentées en jaune. Quand nous avons de petits groupes également, entre 2 et 4 personnes, par exemple, en bleu, 5 à 8 personnes. Et puis, nous avons, par exemple, les plus grands groupes qui sont représentés par la couleur violette et par le marron, ici qui représentent des groupes de 11 personnes et plus. En Côte d'Ivoire, par exemple, des activités ont été menées en de grands groupes et que nous pouvons voir en mauve, mais ces groupes ont été suspendus et il y avait eu des événements sociaux précisément. À partir de juin 2020, et pour rattraper un peu les activités qui se sont arrêtées, des activités au niveau de petits groupes ou de groupes moyens ont été réalisées. Donc là, on peut les voir en vert et en bleu selon le graphique. Au Mali, comme en Côte d'Ivoire, au début, les activités en grands groupes ont été suspendues et il y avait des activités en personne, de personne à personne. Et par la suite, à partir de juin 2020, il y a eu une relance de ces activités de regroupement et de distribution de kits. Au Sénégal, toutes les activités ont été suspendues entre mars et mai 2020 et il y a eu une relance à partir de juin. Quelques activités ont été réalisées en de larges groupes pour rattraper le retard accusé. Là, les mesures entreprises par les gouvernements et les mesures d'hygiène ont conduit à des changements dans les activités de sensibilisation entre mars et mai 2020. En Côte d'Ivoire, par exemple, les éducateurs pairs ont ajusté les activités ciblant les travailleuses de sexe et les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Par exemple, il y a eu un passage des espaces publics aux espaces privés. Même la taille des groupes a été réduite et il y a eu une priorité qui a été accordée aux entretiens face à face. Il y a eu également des ajustements des activités au Mali selon les mesures d'hygiène d'hygiène qui ont été appliquées au niveau communautaire. Par ailleurs, nous avons observé une augmentation accrue des réseaux sociaux Facebook et WhatsApp. Il y a eu une intégration des mesures d'hygiène de COVID-19 et l'ouverture de nouveaux sites a été ajournée en raison de la crise. Un éducateur pair, par exemple, travaillant avec des toxicomanes en Côte d'Ivoire, a déclaré qu'ils ont dû diviser les patients en plusieurs groupes. Un autre éducateur pair de la Côte d'Ivoire a déclaré que pendant la COVID-19, puisque nous ne pouvions pas vraiment nous rencontrer, nous avions dû sensibiliser en ligne. Et donc, nous avons lancé des campagnes de sensibilisation en ligne et nous avons distribué ces autotests quand nous rencontrions les patients. Un autre éducateur du Sénégal a déclaré qu'avant COVID, nous sortions le soir pour distribuer les kits dans les bars et restaurants. Mais après la pandémie, nous avions dû changer notre stratégie et donner la priorité aux visites à domicile. Maintenant, le nombre moyen des kits
du VIH, de self-test VIH distribué par contact primaire est un indicateur de la distribution secondaire. En Côte d'Ivoire, par exemple, suite à la clôture des bars et des couvre-feux, nous avons eu une réduction des contacts physiques par rapport chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et il y a eu une réduction des clients des travailleuses de sexe, ce qui a conduit à une réduction des kits distribués. Quand le couvre-feu s'est arrêté en mai 2020, il y a eu un retour aux niveaux qui ont été connus avant la COVID-19, mais le progrès était plutôt lent pour les travailleuses de sexe. Au Mali, le couvre-feu à la fin de mars jusqu'à mai 2020 a conduit également à la réduction du nombre de kits de self-test ou d'autotests distribués. Et par la suite, à partir de mai, le nombre de kits distribués a augmenté. Au Sénégal, la relance des activités elle s'est faite à partir de juin, mais le niveau n'a pas atteint les niveaux de pré-COVID-19. Donc, le nombre de kits distribués par contact primaire n'a pas encore atteint les niveaux de la période pré-COVID-19. Avant la pandémie de la COVID-19, les éducateurs pairs ont proposé ou utilisé plutôt le dépistage conventionnel et l'autotest. Mais après, durant la pandémie, le manque des équipements de protection personnelle comme les masques et le gel hydroalcoolique ont rendu le dépistage, a rendu le dépistage difficile. Un éducateur de la Côte d'Ivoire a déclaré qu'à partir de mars, et en raison de la distanciation physique, il était difficile d'opérer les tests classiques. Nous avons donc profité des outils de l'autodépistage que nous avons pu distribuer. Par ailleurs, un autre éducateur qui travaille auprès d'hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes du Mali a déclaré que notre travail est devenu difficile après la pandémie de la COVID-19 en raison des mesures de sécurité que nous n'avions pas pu appliquer. Donc, ces kits de dépistage, d'autodépistage ont été distribués et ça revenait aux personnes elles-mêmes de les utiliser et de compléter leurs tests. Là, nous parlons de l'accès aux tests du VIH. Comme a déclaré un éducateur pair travaillant avec des toxicomanes en Côte d'Ivoire, l'autodépistage du VIH a aidé à maintenir un lien durant la crise. Donc, en résumé, les éducateurs pairs et les populations clés ont été adaptifs et résilients dans le déploiement des stratégies pour assurer la continuité des activités de distribution tout en intégrant les contraintes de santé. Ces adaptations ont été possibles pour maintenir l'accès au dépistage du VIH tout en respectant les mesures barrières et la prestation des self-tests ou d'autotests VIH est flexible et elle peut s'adapter à différents contextes. Vous pouvez trouver plus d'informations dans cette publication de Frontiers in Public Health, dirigée ou écrite par Arsène Krakouassi et collègues. Vous pouvez également avoir plus d'informations de ce guide du projet d'Atlas que vous pouvez retrouver sur le site du projet Atlas. Je vous remercie de votre attention. Je voudrais également remercier tous les partenaires d'exécution, notamment en Côte d'Ivoire, au Mali et au Sénégal, qui déploient des efforts soutenus pour nous aider à mettre en œuvre nos programmes. Nous vous remercions. Nous vous remercions, Dr Larmarange, de cette présentation très intéressante. En effet, vous nous avez clairement montré comment la pandémie de la COVID-19 a affecté les services de dépistage du VIH. Donc, nous avions eu vraiment besoin de méthodes innovantes telles que les kits d'autodépistage du VIH pour pouvoir surmonter ce défi. Nous vous remercions. Maintenant, je voudrais donner la parole à l'intervenant suivant, Dr Kingston Omo Emmanuel. Dr Omo Emmanuel est donc notre second intervenant pour cette séance. Il est directeur de laboratoire clinique au bureau du VIH et de la tuberculose à l'USAID au Nigeria.
Il est expert scientifique en santé publique et expert en logistique et en gestion de la chaîne d'approvisionnement avec plusieurs années d'expérience en pratique de laboratoire académique et clinique. Il a également une longue expérience dans la conception, l'application, l'assurance qualité, le suivi et l'évaluation des programmes de soins et de traitement du sida, VIH, du paludisme, de l'hépatite et de la tuberculose. Il a également une expérience dans le renforcement des pratiques et systèmes de laboratoires nationaux. Il est directeur du programme de laboratoire clinique pour l'USAID, l'Agence des États-Unis pour le développement international, où il fournit une supervision de l'application auprès de partenaires qui mettent en œuvre les programmes de laboratoire du VIH, de la tuberculose et de la COVID-19. Il soutient également le gouvernement dans le renforcement des systèmes et pratiques laboratoires, entre autres. Sa présentation portera sur le sujet du diagnostic rapide et du VIH avancé, les avancées et les succès récents. Docteur Omo Emmanuel, vous avez la parole. Votre présentation est pour 10 minutes. Nous vous remercions. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Kingston Omo Emmanuel. Je suis directeur de laboratoire clinique à l'USAID au Nigeria. Je vais donner une présentation sur le diagnostic rapide et sur le VIH avancé, les avancées et les succès récents au Nigeria. Tout d'abord, je voudrais vous donner un aperçu général du test à diagnostic rapide. Ces tests sont des tests de flux latéral immunochromatographiques. Ils sont utilisés pour détecter certaines infections chez les êtres humains. Ces tests sont généralement décrits comme étant des tests qui peuvent être utilisés dans des points de service. Les tests de diagnostic à diagnostic rapide sont très avantageux. En effet, ils se caractérisent par un temps de performance relativement court, c'est-à-dire que le temps de réponse est relativement réduit. Par ailleurs, ces tests donnent des résultats qui affectent la prise de décision clinique et permettent de prendre des décisions de gestion durant le contact avec le client. Ces tests facilitent également le passage et le transfert de tâches à des cadres et des personnels qui ne sont pas médicalement spécialisés. Et puisque ces tests peuvent être réalisés par des personnes non spécialisées, ces tests donc peuvent élargir l'accès à des cadres et à des contextes communautaires, aux sites périphériques par exemple, et aux centres de soins primaires. Un autre avantage de ces tests est qu'ils sont moins chers comparés aux tests de laboratoire. Que l'on considère un peu donc la maladie du VIH avancé, selon les principes directeurs consolidés arrivés de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé en 2016, tout adulte, adolescent ou enfant âgé de plus de 5 ans et dont le compte de cellules CD4 est de moins de 200 cellules par millimètre cube ou ayant un stade 3 ou 4 selon l'AMS quand cette personne se présente pour recevoir des soins, est considérée comme une personne atteinte de VIH avancé. Tous les enfants atteints de VIH normalement et qui sont âgés de moins de 5 ans sont plus exposés à la progression de la maladie et à la mortalité, abstraction faite de leurs conditions cliniques et immunes. Donc, nous considérons l'enfant comme ayant un HIV avancé, un VIH avancé, sans pour autant le soumettre à des tests de CD4. Donc, selon la définition de ce VIH avancé, cela comprend les individus qui n'ont pas reçu de thérapie antirétrovirale ou bien les individus qui ont relancé leur traitement et leurs soins ou ceux qui ont une charge virale qui n'a pas été supprimée. Donc, ceux qui sont atteints de VIH avancé ont un risque plus élevé de mortalité et de morbidité d'infection opportuniste, même après avoir débuté la thérapie antirétrovirale, et ce risque augmente avec la diminution du compte de cellules CD4. Les causes communes de décès
parmi les personnes séropositives, notamment celles qui sont atteintes de VIH avancé, sont la tuberculose, les infections bactériennes sévères et la méningite cryptococcique. Néanmoins, la méningite cryptococcique est moins commune chez les enfants. Nous allons voir donc l'importance de ce point quand nous parlerons du diagnostic du VIH avancé. Que l'on considère donc ensemble le diagnostic de la maladie du VIH avancé. Suite au diagnostic du VIH avancé, ceux qui sont diagnostiqués avec le VIH avancé subissent d'autres examens pour écarter les infections opportunistes. Ces tests comprennent l'utilisation, par exemple, des tests du flux latéral de l'urine pour la tuberculose. Et ces tests sont réalisés chez les adultes, chez les adolescents et même chez les enfants qui ont moins de 10 ans. Par ailleurs, les personnes qui ont un test positif du flux latéral urinaire doivent également subir un test de sputum expert pour écarter également certaines résistances. The other test that is done as part of the screening of those with AHD is the cryptococcal antigen screening. En outre, nous avons les tests cryptococciques également qui sont réalisés, mais ces tests ne sont pas réalisés pour les enfants qui ont moins de 5 ans parce que la méningite cryptococcique n'est pas vraiment commune chez les enfants. Donc, parmi ces 3 tests, vous pouvez voir que les tests à diagnostic rapide sont utilisés dans 2 tests parmi ces 3 que nous venons de voir. Après avoir parlé donc des tests à diagnostic rapide et après avoir parlé du VIH avancé, que l'on considère un peu les principes directeurs de PEPFAR pour ce qui est de l'utilisation du CD4 et du diagnostic du VIH avancé. Le test CD4 doit être soutenu par PEPFAR dans certains contextes afin d'identifier des individus qui ont un VIH avancé. Ce test ne doit pas être utilisé pour déterminer l'éligibilité à la thérapie antirétrovirale ou pour suivre la réponse à cette thérapie. Selon les recommandations également, quand le test CD4 n'est pas disponible, des critères cliniques définis par l'OMS doivent être utilisés pour évaluer les maladies sévères. Et bien sûr, les individus qui sont âgés de 5 ans ou plus et qui ont une virémie documentée persistante malgré la thérapie antirétrovirale, peuvent donc subir ce test CD4. Voici les principes que j'ai choisis. Vous pouvez également avoir plus d'informations sur les autres principes sur le site de PEPFAR. Donc, l'application du diagnostic du VIH avancé était un peu progressive et en phase. La phase de démonstration a été réalisée dans 28 centres médicaux au sein de 4 États du Nigeria. Ces États sont le Lagos, Rivers, Akwa Ibom et Anambra. Les leçons tirées de ces 4 États ou de ces 28 centres médicaux sont maintenant appliquées au niveau du pays. Cette application a commencé en décembre, c'est-à-dire au cours du dernier trimestre de l'an 2021. Quels sont donc les succès que nous avons pu signaler au Nigeria suite à l'application du diagnostic du VIH avancé? Grâce à l'aide de ces tests à diagnostic rapide que nous utilisons dans les différents dépistages, nous avons remarqué une augmentation importante dans l'accès au test CD4, avec 23% de patients qui ont subi le test CD4. Et plus de 50% de ces tests ont été réalisés utilisant le test rapide Visitech, qui est l'un des tests à diagnostic rapide utilisés également dans le cadre de notre travail. Le test CD4 a été utilisé le même jour pour la majorité des clients et qui a également démontré un temps de réponse amélioré. Le sérum CRAG a également été réalisé pour plus de 91% des cas de VIH avancé identifiés en utilisant des échantillons collectés lors de la présentation des patients identifiés. Les tests de tuberculose LF-LAM ont été réalisés
auprès de 82% des patients identifiés ayant le VIH avancé et le dépistage a sauté de 56% dans le premier trimestre à plus de 80% dans le quatrième trimestre. Donc là, ça a conduit à un traitement rapide de la tuberculose et de la méningite cryptococcique également chez les patients positifs. Cela a également conduit à une initiation rapide de la thérapie antirétrovirale chez tous les patients ayant un VIH avancé. En conclusion, nous voudrions signaler dans ce cadre que les tests à diagnostic rapide ont aidé notre programme à décentraliser les tests de CD4, de tuberculose et CRAG, ce qui a facilité encore plus l'identification des clients séropositifs ayant un VIH plutôt avancé, et cela nous a aidé également à réduire le coût de dépistage. Les tests à diagnostic rapide ont assuré également un diagnostic rapide du VIH avancé, malgré la pandémie de la COVID-19 et malgré le confinement qui s'est rattaché à la pandémie. Par ailleurs, l'application du diagnostic de VIH avancé a amélioré la qualité de soins et de prise en charge des personnes vivant avec le VIH au Nigeria. Finalement, je voudrais juste reconnaître les organisations devant vous sur l'écran et dont le travail a servi de base pour la préparation de notre présentation. Je vous remercie de votre attention. Je vous redonne la parole, Monsieur le modérateur. Thank you very much, Dr. Kinston. Merci beaucoup, Dr. Kinston, pour cette présentation excellente. Nous avons appris pas mal de choses sur le test de diagnostic rapide et comment parvenir à un progrès considérable. Il ne s'agit pas simplement de diagnostiquer les cas de VIH, mais n'importe quelle autre infection. Merci beaucoup et je commence la première séance des questions-réponses. Il s'agit maintenant de la première séance Q&A. Après le panel, nous aurons une autre séance de questions-réponses. Maintenant, on voudrait offrir la voix aux participants. On va collecter autant de questions que possible. Première question à Dr. Lamarange. Dr. Lamarange, est-ce que vous entendez parler de système de gestion pour prévenir la réduction ou bien l'absence de données, notamment dans les pays que dont vous avez parlé? On sait très bien que plusieurs mesures d'adaptation fondées sur la communauté ont été entreprises. Docteur Lamarange, est-ce que vous pouvez répéter la question? Je ne suis pas sûre que j'ai bien compris la question dès le début. Pas de problème. Docteur Lamarange, est-ce que vous voyez ou vous entendez parler de mesures de prévention de risques établies pour éviter la réduction ou bien l'absence de données dans les pays dont vous avez parlé? Parce qu'on sait très bien que plusieurs mesures d'adaptation fondées sur les communautés ont été entreprises. I'm not sure if the question is about linkage to prevention. Je ne sais pas s'il s'agit de lien à la prévention ou bien s'il s'agit de mesures auxquelles vous référez. Ma présentation a porté sur ce qui s'est passé durant la crise de la COVID-19. Je suis désolée, je n'ai pas tout à fait compris la question. Oui, même la question n'est pas claire à moi. Je ne la trouve pas très claire. Mais je ne vois pas de questions dans le chat. Peut-être que
Docteur Larmarange, il serait bien de répondre à cette question, la question suivante. Vu le travail que vous avez mené, notamment durant le temps de la COVID, quels étaient les défis clés auxquels vous étiez confrontés? Abstraction faite de la perturbation, c'est parce que vous avez travaillé avec les communautés affectées. Comment est-ce que vous avez pu vraiment traiter ces défis-là? Les défis clés pour les professionnels, notamment durant la crise de la COVID, portaient sur le lien, assurer le contact et le lien avec les différentes communautés et gérer les mesures entreprises. J'ai, par exemple, évoqué des mesures d'adaptation, la restructuration d'activités en cours de journée au lieu de la nuit, travailler avec de petits groupes parce que les activités avec les grands groupes n'étaient pas possibles. Et puis, il fallait aussi fournir des équipements d'adaptation. Il fallait fournir des masques, du gel hydroalcoolique, entre autres. Mais dans la plupart des cas, les populations auxquelles on parlait avaient leurs propres masques. Les éducateurs leur disaient qu'il fallait partager les équipements. Et durant les premières semaines de travail, il fallait discuter comment intégrer les mesures de la COVID dans les activités tout en augmentant l'explication et la sensibilisation de la population parce que à ce moment-là, il était vraiment difficile de savoir quoi faire. Plusieurs populations ont été exposées à des discours, des appels de la part du gouvernement central, des États-Unis, de l'Europe, entre autres. Donc, il fallait clarifier quel est le danger premier dans la COVID et comment faire en sorte de l'éviter. Il était également difficile d'opérer des tests rapides parce que dans les activités, la plupart des éducateurs fournissaient des tests de prévention avec le rapid test et les tests soft. Mais dans les tests rapides, les rapid tests, comment le faire alors qu'on doit assurer la distanciation? La plupart des personnes n'ont pas utilisé le test traditionnel pour assurer la distanciation. Du coup, je crois que cette période d'un mois était vraiment critique. On essayait d'envisager quoi faire, essayer de voir quelle est la mesure la plus appropriée. Qu'est-ce qui bon nous semble? C'est parce qu'on recevait plusieurs informations dans les médias sur l'étendue du danger et la criticalité du moment. Je vous remercie de nouveau. Est-ce que vous pouvez également partager avec nous les cas de kits autotest et là où on avait des résultats réactifs? Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous avez assuré le lien à des services de soins ou bien à des établissements de santé? Et qu'en était-il de la réponse? Est-ce qu'il y avait des défis à ce niveau-là? Premièrement, ce qu'il faut savoir est qu'au sein d'Atlas, on a essayé d'assurer l'anonymat ce qui s'est avéré sur le terrain est que les gens vraiment appréciaient qu'il était possible de décider quand, où et comment subir le test. Plusieurs personnes sur le terrain avaient l'habitude d'utiliser le test sans partager les résultats. C'est parce qu'ils voulaient garder l'aspect privé et ils ne voudraient pas qu'on sache qu'ils étaient séropositifs. Du coup, il n'était pas possible de suivre ce qui se passait dans tous les cas. Cependant, nous avons mené un sondage basé sur l'anonymat pour documenter ce qui se passait. Et ce qu'on a remarqué est que, premièrement, parce qu'on a
parce qu'on utilise cette approche-là, nous avons plusieurs clients partenaires de travailleuses du sexe et pas simplement les travailleuses du sexe. La moitié de ceux qui y étaient soumis à de tels tests avaient accès aux services qui s'y rattachent. Les liens étaient peut-être de l'ordre de 50 à 60 %. Cependant, plus de personnes étaient liées à ces tests et quand positifs, le traitement leur a été fourni. Il y avait pas mal de feedback, mais même si on ne suit pas les progrès d'une façon officielle, certains appellent le centre ou bien les éducateurs pairs pour de suivi. Et parmi ce nombre-là, on a vu un niveau élevé de besoin de soins et de séropositivité. Oui, merci beaucoup. Avant de passer à l'intervenant suivant, basé sur l'expérience que vous avez partagée avec nous, quelles seraient vos recommandations en matière des bonnes et meilleures pratiques qu'on pourrait suivre dans d'autres pays? Il ne s'agit pas simplement d'essayer de voir ce qui s'est passé durant la pandémie de la COVID, mais dans tous les projets, ce qu'on a remarqué et ce qui a été important est que toutes les activités étaient intégrées dans une série d'activités déjà établies. Nous n'avons pas mené de nouvelles stratégies de distribution de tests et d'autotests, mais on l'a intégré dans le cadre des activités menées par les ONG et par les services nationaux. Bien entendu, les activités ont eu besoin d'un certain temps pour améliorer le progrès, mais en fin de compte, le résultat était plus considérable et significatif et il était possible de bénéficier des stratégies de financement avec la réintégration. Il ne s'agit pas là d'une activité séparée, mais dans le cadre des activités par les éducateurs pairs ou les fournisseurs de services de santé. Et c'est là le point clé pour la réussite. Merci beaucoup, Dr. Emmanuel. L'un des participants aimerait savoir s'il serait possible de partager les meilleures pratiques et les réussites que vous avez identifié dans le cadre des soins du VIH avancé. Dr. Omo Emmanuel. Dr. Omo Emmanuel, est-ce que vous m'entendez? L'équipe technique, est-ce que vous pouvez nous aider? On aimerait avoir docteur avec nous en ligne. Hello. Allô, est-ce que vous m'entendez? Docteur Larmarange, il me semble qu'il est toujours possible de profiter de votre expérience si vous auriez quelque chose à partager avec nous. Pour ce qui est des meilleures pratiques, nous avons parlé de la distribution secondaire. Nous en avons parlé dans un autre panel. Au fait, on fournit des autotests pas simplement pour les personnes ciblées, mais on leur demande de les distribuer à leurs proches et partenaires.
Il s'agit d'avoir accès à des personnes qui ne sont pas accessibles à travers les stratégies ordinaires, les travailleurs du sexe, les partenaires des travailleuses du sexe. Et ces populations sont très vulnérables. Actuellement, nous menons un travail important pour essayer de voir quelles étaient les dynamiques de la pandémie. Le test est distribué de sorte qu'on puisse arriver à des catégories non accessibles. Otherwise, you create a client doesn't want to give his phone numbers to be recalled by a peer educator. So we have to accept that. But Il fallait accepter que, comme dans le cas des préservatifs, on les distribue sans pour autant suivre le progrès. Avec l'OMS, on a essayé de trouver des moyens pour mesurer l'impact, pour montrer que même si on ne connaît pas le résultat de chaque outil ou test, en général, on a amélioré le dépistage, on a eu recours à de nouvelles techniques, on a amélioré l'accès au traitement et aux techniques nouvelles. Du coup, les stratégies fondées sur les réseaux locaux sont importants, sont autorisées et c'est là un moyen pour arriver à une approche complémentaire à comparer avec le dépistage traditionnel. Merci, je crois que on a un peu dépassé le temps dédié à cette première partie de la séance. On passe à la partie suivante. De nouveau, je vous remercie, Dr. Larmarange et Dr. Emmanuel. On vous invite à rester avec nous parce qu'il y aurait d'autres questions dans la séance des questions-réponses vers la fin de la séance. Après la discussion au niveau du panel, peut-être qu'on serait de retour à certaines questions. Je vous invite à rester avec nous dans ce panel. On aimerait maintenant entamer la discussion au niveau du panel. Et je voudrais vous présenter les panélistes, les membres du panel. Nous avons le premier membre du panel qui va nous parler, Dr. Akudo. Dr. Akudo Ikpeas est directrice de programme et de planification stratégique au Nigeria, au sein du ministère de la Santé, du ministère fédéral de la Santé au Nigeria. Elle est spécialiste de santé publique et elle a une expérience élargie dans le domaine du développement des politiques et de la planification stratégique. Elle a été directement responsable de la conception et du déploiement des programmes de santé publique, y compris ceux pour le VIH-Sida, la santé maternelle, néonatale et infantile à différents niveaux du système de santé. Elle a également dirigé la conception et la mise en œuvre d'approches innovantes pour améliorer l'accès aux services de prévention, de traitement et de soins du VIH. Elle dirige actuellement le programme national de lutte contre le VIH, comme déjà indiqué. Le deuxième panéliste est M. Walter Ndukwi-Gwosha. Je suis désolée pour ma prononciation qui n'est pas toujours correcte. Il est le secrétaire exécutif de la Société civile pour le VIH-Sida au Nigeria. Il est spécialiste et administrateur de la santé publique et membre du conseil d'administration de l'Agence nationale de lutte contre le sida. Il représente la société civile
au Nigeria. Il a plus de 10 ans d'expérience dans la réponse nationale au VIH-Sida au Nigeria, en particulier en matière de la programmation du traitement des soins et du soutien. Il a été impliqué dans la mobilisation des ressources, le financement de la santé, la prévention, le renforcement des capacités organisationnelles et le développement des réseaux pour les organisations non gouvernementales et les organisations communautaires au Nigeria. Le troisième panéliste est le professeur William Ampofo. Il est actuellement président de l'African Vaccine Manufacturing Initiative. Il est rédacteur en chef de l'African Journal for Laboratory Medicine et ambassadeur du Ghana, African Society for Laboratory Medicine. Il a effectué des missions temporaires en Afrique au nom de l'Organisation mondiale de la santé, de la division de la santé du secrétariat du Commonwealth, du département américain de la défense, de l'Agence allemande de développement international et de l'USAID. Enfin, nous avons Manasson Roubeni. Il serait le quatrième panéliste. Il est membre du groupe de travail technique du laboratoire national NLTWG. Il est également PDG du service de laboratoire médical PIC. Il a été impliqué dans le diagnostic de VIH au niveau national et international. Mesdames et messieurs, si vous êtes là avec nous dans cet appel, veuillez le signaler. Oui, je suis là. Merci. Très bien, je suis là aussi. D'accord. Qu'en est-il de vous, madame? D'accord, elle n'est pas avec nous, apparemment. Ma première question à Walter. Walter, on sait très bien que l'autodépistage est disponible. On l'a vu dans les présentations et on le sait. Il est possible d'arriver à des communautés et des populations clés à travers l'autodépistage. Quand le test est effectué, on a besoin d'assurer le contact avec les établissements de santé pour le suivi et la prévention. Comme acteur de la société civile, à votre avis, de votre perspective, quelles seraient les stratégies d'engagement communautaire qui pourraient être adoptées par les pays concernés, et ce, en vue d'assurer l'augmentation de l'utilisation des autodépistages ainsi que les conditions de confidentialité et de rétention dans les soins nécessaires pour se diagnostiquer. 5 minutes, s'il vous plaît. D'accord, merci beaucoup. J'aimerais partager avec vous quelques idées. Avec le commencement de la COVID et des confinements, des défis grandioses ont été imposés partout dans le monde et le Nigeria n'était pas une exception. Le défi était de savoir comment faire parvenir les kits de tests aux communautés affectées et à toutes les populations qui ne sont peut-être pas conscients de quoi il s'agit. Au niveau national, nous avons mobilisé une discussion de panel pour plusieurs semaines pour sensibiliser
les gens sur l'autodépistage. Après les 25 semaines, nous avons commencé à cibler les femmes enceintes et on a essayé de fournir les informations nécessaires sur l'autodépistage et les résultats étaient ajoutés aux données nationales. On s'est penché sur les données, les activités et les études déjà effectuées. On voulait savoir comment intégrer les membres de la communauté, comment arriver à l'intégration et au lien pour ceux qui se rendent chez eux à domicile pour les tests et être sûr qu'ils seraient de retour à l'établissement de santé pour plus de tests et de soins. On s'est penché sur les études de l'une des universités américaines en coopération avec un laboratoire nigérien. Il s'est avéré que l'une des recommandations est importante, entre autres l'utilisation des applications mobiles quand possible et deuxièmement, l'utilisation de centres drop-in intégrés pour les membres des populations clés affectées dans les centres ES. Et bien entendu, l'utilisation, par exemple, de modalités mentor pour les femmes enceintes, par exemple, qui ont des difficultés d'avoir accès à des centres de santé. Là, on a effectué et mis en œuvre des stratégies différentes selon les régions concernées. Et je vais vous dire que, basé sur les résultats, on a remarqué que les stratégies mentors-là on distribue les kits en mentor et on leur demande de les redistribuer dans leur communauté aux femmes enceintes. Et puis, il fallait que les femmes enceintes soient de retour au mentor pour dire, par exemple, j'ai vu 2 lignes dans ce test. Qu'est-ce que ça veut dire? D'accord, là, vous devez vous rendre au centre de santé pour plus de tests. Et pour les jeunes, quand ils effectuèrent leurs tests à domicile, il était possible d'envoyer un message à un certain numéro. Il est possible de les rappeler d'une façon à travers les téléphonie mobile. C'était vraiment important pour les jeunes et pour la population clé. La population clé a utilisé les centres OSS pour faire parvenir les kits et c'était vraiment très utile. Du coup, les kits d'autodépistage distribués à travers les partenaires et les contributeurs étaient vraiment intéressants dans le cadre national de coopération. Certains d'entre eux ont effectué leurs tests et étaient de retour pour des résultats prouvés. Certains d'entre eux ont pris des tests pour leurs partenaires et pour leurs amis. On n'était pas en train de mesurer les résultats immédiats, mais ce qui nous intéressait est de savoir qu'en fin de compte, quand on se penche sur les données nationales en matière des personnes testées et traitées, on aurait ce qu'on voudrait. En fin de compte, le Nigeria a pu vraiment réaliser son objectif en matière du dépistage et en matière de ceux qui doivent être traités, ceux qui doivent être testés et savoir leur statut en fin d'année. Abstraction faite de tous les défis et du confinement. C'est parce qu'on a pu vraiment mobiliser les communautés, la société civile, les organisations communautaires pour vraiment se rendre aux communautés et utiliser ces stratégies à travers les membres des communautés tout en essayant d'effectuer et de mettre en œuvre la stratégie la plus convenable. Merci beaucoup, Walter. Votre présentation est vraiment intéressante. Vous avez bien appliqué les recherches pour développer des stratégies de soutien aux problèmes. Et il est vraiment intéressant. On est heureux de savoir que le Nigeria a pu parvenir à réaliser ses objectifs de dépistage. On donne la parole au professeur Ampofa. Ampofa, ma question est la suivante. Avant de poser la question, j'aimerais signaler que, comme vous le savez bien,
il se trouve plusieurs tests de diagnostic rapide sur le marché, notamment pour ce qui est de l'autodépistage et les fabricants d'habitude ont recours à plusieurs tactiques pour vendre leurs produits dans notre région du monde. Qu'est-ce que vous voulez partager avec nous? Quelles sont les mesures à adopter par les pays dans la sous-région, et ce pour assurer la qualité et l'efficacité selon le coût payé pour les kits concernés? 5 minutes, s'il vous plaît. Merci pour cette question. Il me semble qu'il est possible de répondre à cette question basée sur notre situation au Ghana. Conformément aux recommandations internationales, nous avons examiné la possibilité de l'utilisation de l'autodépistage. Du coup, on s'est penché sur notre situation nationale et nos capacités nationales. Nous avons adopté une approche vraiment très simple. Les kits d'autodépistage qui étaient préqualifiés par l'OMS étaient la première ressource. On s'est penché sur cette ressource-là parce qu'il s'agit de kits conformes aux standards internationaux. Et puis, on l'a vérifié avec notre autorité pharmacologique pour voir si ces kits disponibles sur le marché étaient disponibles dans le pays. C'était là le point de départ. Nous avons développé un protocole simple pour évaluer ces kits d'autodépistage reconnus par l'OMS et préqualifiés. Nous avons utilisé la même approche pour évaluer les tests de dépistage rapide. Nous avons établi un panel qui était caractérisé par des anticorps pour le VIH-1 et 2. Nous avons examiné la sensibilité et la spécificité de ces kits d'autodépistage. Les tests de diagnostic rapide ont été approuvés par le FDA national et à travers les échantillons de laboratoire, les résultats étaient acceptables dans 3 sur 4 kits enregistrés. Du coup, on a évité les pressions potentielles des fournisseurs qui ne sont pas déjà enregistrés au niveau du FDA. Et puis, nous avons opéré une évaluation des utilisateurs. Nous avons pensé qu'il est possible d'utiliser et de fournir ces tests de diagnostic rapide dans les pharmacies et dans les marchés parce que le public général a accès déjà à des tests concernant les autres infections. Nous avons mené une étude pilote pour examiner la possibilité d'utilisation de ces tests rapides pour voir comment les utilisateurs comprennent l'utilisation de ces kits. Comme déjà expliqué par le fabricant, nous avons reçu les commentaires de ces utilisateurs et puis on a analyser les résultats, essayer de parvenir à un outil qui nous permette de collecter les données pour fournir les kits d'autodépistage et pour permettre aux conseillers qui pourraient être contactés par les gens qui fournissent ces kits de pouvoir répondre. Notre cible était de mettre en œuvre cette approche dans plusieurs régions au Ghana, avec la formation du personnel des pharmacies, avec les études qui ont montré la bonne réaction des utilisateurs finaux. On a déjà une bonne idée sur les tests de diagnostic rapide disponibles. La dernière étape
de fournir ces kits d'une façon continue. On essaie de voir quelles sont les données basées sur les réactions des utilisateurs qui les achètent. Du coup, on pourrait savoir quel serait le prix acceptable. Et puis, on pourrait établir un système de données pour les soutenir et pour soutenir les utilisateurs. C'est ce qu'on a essayé de faire au Ghana et c'est ce que je recommande à l'Afrique occidentale. Les kits d'autodépistage est intéressant. Là, on a les kits qui sont user-friendly, pas invasifs. Et avec la COVID, les gens sont plus utilisés et plus habitués à l'utilisation des tests dans la cavité orale. C'est tout ce qu'on a à partager avec vous. Du Ghana, je crois qu'on peut les utiliser pour fournir des données scientifiques. Dernièrement, j'aimerais vous dire que des sondages sur terrain sont menés pour savoir quel est le prix acceptable par le public pour essayer de comprendre ce que le client aimerait avoir. Merci beaucoup. Nous vous remercions de cette expérience que vous avez partagée du Ghana. Nous remarquons vraiment que c'est une expérience pilote qui peut être adaptée et changée à partir du contexte. Nous vous remercions donc de ce partage et de cette présentation vraiment concise et enrichissante. Nous allons maintenant donner la parole à l'intervenant ou au panéliste suivant avec nous, Dr. Manason Ubainou. Excusez-moi si je ne prononce pas bien votre nom et prénom. Donc, ma question à vous, monsieur, est la suivante. Les services différenciés, les services de dépistage VIH différenciés sur le plan communautaire, donc, sont un moyen efficace pour augmenter l'accès au dépistage. C'est ce que nous avons connu déjà dans les différentes parties du monde. Par conséquent, les individus diagnostiqués sur le plan communautaire sont normalement appelés à recevoir des services communautaires, des services de traitement et de prise en charge du VIH sur le plan communautaire. Quelles sont les meilleures pratiques que vous aimeriez suggérer, monsieur, en matière de gestion clinique de tels patients, tout en mettant l'accent sur le continuum des soins et de la prise en charge? Donc, nous voulons garder bien ce continuum de soins en perspective. Nous vous remercions. La parole est à vous. Je vous remercie. Le dépistage différencié a considérablement amélioré en effet les services de dépistage du VIH. Dans ce cadre, il est vraiment important des personnes testant positifs dans ces actifs soient référées de manière efficace et correcte aux soins de prise en charge appropriés dans la gestion clinique. La gestion clinique veut dire que vous avez différents moyens de dépistage des patients. Au Nigeria, par exemple, de nombreux programmes sont mis au point et ces programmes ont permis à un grand nombre de personnes d'avoir accès au dépistage, notamment dans les régions rurales. Ces programmes nous ont également permis de visiter des personnes qui n'aiment pas montrer vraiment qu'ils subissent des tests de dépistage du VIH. Les programmes au Nigeria, là où le dépistage a été créé, ont été mis au point pour améliorer les résultats de ces services de soins. Il y a eu certes des défis parce que vous savez très bien que ces personnes ne veulent pas vraiment se rendre aux centres médicaux pour dépister leur statut sérologique. Par conséquent,
Quand vous envoyez ces tests à des centres médicaux ou à des cliniques, les personnes normalement trouvent du mal à se présenter aux cliniques et aux centres médicaux pour faire le test. Donc, au Nigeria, nous ne parlons pas uniquement de soins différenciés, même les tests sont différenciés et plusieurs méthodes sont actuellement adoptées pour permettre aux personnes d'avoir accès à la prise en charge et pour permettre à ces personnes d'être bien tracées, bien suivies dans le cadre de la prise en charge. On leur permet également de faire le bon test, de collecter les résultats de leur test et de suivre également le test suivi. Nous nous penchons normalement sur la gestion clinique et sur les soins cliniques. Mais ce qui se passe au Nigeria aujourd'hui, comme vous le savez bien, est qu'il existe beaucoup de régions au Nigeria où il existe des personnes séropositives et qui peuvent avoir accès aux médicaments de manière plus facilitée aujourd'hui. Beaucoup de groupes communautaires pharmaceutiques sont en place aujourd'hui pour faciliter l'accès aux médicaments dans les régions rurales. C'est ainsi que l'accès aux médicaments est assuré dans des endroits les plus proches à ces personnes séropositives, ce qui pourrait réduire l'exposition au risque et ça pourrait réduire également les coûts et les dépenses. Néanmoins, il existe quelques situations où le patient séropositif doit se rendre à la clinique médicale pour être testé. Par ailleurs, les tests utilisés par les personnes séropositives changent. Et il est sûr que nous avons des cas où les personnes doivent être bien vérifiées et bien auscultées. Nous ne parlons pas de cas de VIH avancé, mais normalement, les personnes adultes séropositives et ces personnes qui reçoivent un traitement doivent se rendre aux centres médicaux et cliniques pour tester leur compte de cellules CD4 et pour voir si elles doivent être classées comme des personnes séropositives normales ou bien comme des personnes ayant un VIH avancé. Dans ce contexte, les services de soins revêtent une importance majeure. La majorité des points de santé pour tester la charge virale ne sont pas rapides. Les tests ne sont pas rapides normalement dans les points de service et ont besoin de plusieurs infrastructures sophistiquées. Je me rappelle un test de dépistage MPIFA qui peut être amené sur le terrain et qui peut mesurer la charge virale. Donc, ce genre de dépistage peut assurer un test à diagnostic rapide. Mais même ce test dont je parle n'est pas vraiment un test à diagnostic rapide. Ça prend normalement plus d'une heure pour compléter un test. Normalement, un médecin travaille pour 8 heures dans sa clinique. Cela veut dire qu'il ne peut que tester la charge virale, qu'il ne peut tester que 6 patients et leur mesurer la charge virale. Donc, nous avons besoin de faire des améliorations à ce stade et à cet égard. Il s'agit d'un point essentiel à prendre en considération. Ensuite, donc, du dépistage différencié, nous encourageons également à mettre en place des systèmes et des centres médicaux qui accordent des tests à diagnostic rapide. C'est comme ça que là où vous irez, vous pourrez suivre votre charge virale. Et ce qu'on peut recommander à cet égard, notamment aux fabricants d'outils de dépistage, c'est que nous avons beaucoup d'outils qui sont utilisés pour des tests endocrinologiques et bien d'autres tests sophistiqués. Donc, nous devons utiliser ces méthodes qui sont utilisées ou dans les systèmes de dépistage du VIH. Et c'est ainsi que nous pourrons accorder ces tests de dépistage aux gens, à ces personnes séropositives, là où elles sont, au lieu de les amener à nos centres-services. C'est ainsi que nous pourrons suivre la prise en charge qu'elles reçoivent. Sinon, beaucoup de personnes ne seront pas bien suivies
Et beaucoup de personnes déjà ne peuvent pas avoir un accès facile aux centres médicaux pour subir les tests de dépistage du VIH. Considérez également les saisons de pluie. Dans certains villages, il serait difficile à des populations locales de se déplacer aux centres médicaux quand il pleut, simplement parce qu'il n'existe pas un pont, par exemple, au-dessus de la rivière qui inonde. Par ailleurs, il est indispensable dans ce contexte d'examiner et de considérer les différentes technologies qui peuvent s'appliquer au suivi. Comme par exemple, nous avons pour le CD4 des tests à diagnostic rapide que l'on peut utiliser pour différencier l'efficacité des soins. Nous avons également besoin d'examiner donc quelques tests qui sont requis en termes de suivi. Et c'est ainsi que les personnes pourront bénéficier de services de suivi continu et pour vérifier que la prise en charge et le traitement de ces personnes vont dans le bon sens. C'est ainsi que la conformité sera encore plus encouragée et la prise en charge et le soin continueront dans la bonne voie. Donc, nous avons besoin que ce suivi soit réalisé et nous devons rencontrer les personnes là où elles sont. Au Nigeria, nous avons réalisé un progrès à cet égard et nous tentons d'amener les médicaments aux personnes là où elles sont. Nous avons donc besoin d'améliorer ce système au niveau du suivi et pas uniquement au niveau du dépistage et de l'accès aux médicaments. Dans ce contexte, je pense que ces outils ne sont pas vraiment très chers. Donc, nous avons besoin que les scientifiques développent ce système de manière vraiment simple et accessible, de manière à les améliorer. Excusez-nous, professeur Malasson, nous devons vous interrompre parce que vous avez dépassé le temps qui vous est imparti. Je vous remercie. Permettez-moi juste de conclure et dire que nous devons améliorer l'accessibilité au système de dépistage. Nous devons faire en sorte que ces systèmes de dépistage sont en place et utilisés dans les différents centres de dépistage. Je vous remercie, professeur Manasson. Nous vous remercions donc de ces observations enrichissantes. Nous avons une série de questions encore et nous voudrions quand même répondre autant que possible à ces questions. Nous avons quelques questions en français. Malheureusement, je ne parle pas le français, comme le précise bien l'intervenant. Donc, nous aurons besoin de l'équipe technique pour nous aider à traduire les questions en anglais. Alors, professeur Dr Joseph Larmarange se porte volontaire pour répondre aux questions adressées en français. Nous vous adresserons les questions en français, Dr Joseph Larmarange, pas de problème, comme le précise bien le modérateur. Donc, la première question est la suivante. Comment pourrions-nous identifier les personnes qui ne savent pas qu'elles sont contaminées de VIH et comment pouvons-nous faire un dépistage précoce à ces personnes contaminées? Comment pourrions-nous placer les populations affectées au centre de la stratégie de dépistage? Donc, c'est la première question que je voudrais bien adresser à Walter, Dr Walter. Donc, nous vous donnons la parole pour répondre à cette première question. Hello, Walter, are you there? Dr Walter, est-ce que vous êtes avec nous? Très bien. Alors que Dr Walter se prépare pour nous rejoindre, je suis là. Donc, vous étiez en train de me poser une question? Oui, la question est la suivante. Comment pourrez-vous identifier et tester les personnes qui sont séropositives et qui ne le savent pas? Et comment pourrions-nous diagnostiquer ces personnes-là à un stade précoce de leur infection? Comment pourrions-nous mettre et placer les populations affectées au centre de la stratégie de dépistage?
Durant la pandémie de la COVID-19, nous avons vraiment apprécié les informations qui nous ont été communiquées sur le VIH. Nous remercions le gouvernement du Nigeria et toutes les autorités responsables qui nous ont donné vraiment les informations et qui ont répandu et disséminé ces informations sur le VIH et sur les populations affectées, et notamment sur les autodépistages. Deuxièmement, nous avons coopéré avec les membres des communautés locales et avec les populations clés et nous avons sensibilisé ces communautés locales et ces populations à l'importance d'utiliser les kits d'autodépistage. Nous avons également réalisé et effectué des visites à domicile pour leur montrer comment dépister le VIH. Donc, pour ce qui est de l'intégration et des liens que nous sommes en train d'établir, nous avons déjà collaboré avec les partenaires d'exécution. Et grâce à un mécanisme de recherche que nous avons adopté et mis en place au Nigeria, nous avons pu identifier le taux de prévalence de cette pandémie au Nigeria et nous l'avons utilisé. Nous avons utilisé les différentes cartes géographiques et l'emplacement et l'endroit de toutes les populations clés pour pouvoir focaliser notre intervention dans les différentes régions respectives. C'est ainsi que nous avons pu réaliser des résultats de 96 et 96% aujourd'hui selon les cibles de l'ONU. Donc, voilà. Grâce aux mécanismes de diagnostic qui sont disponibles au Nigeria, nous cherchons quand même à améliorer ce dépistage et à étendre sa valeur à une échelle encore plus supérieure pour pouvoir assurer et améliorer le dépistage communautaire. Sûrement, nous avons besoin d'engager la communauté dans tout ce processus. Nous vous remercions. Docteur Lamarange, nous pouvons vous donner la parole également. J'ai quelques commentaires. À la lumière des consultations que nous avons eues avec les autorités gouvernementales et avec l'ONU-SIDA, pour renforcer encore la connexion entre les approches, il convient d'identifier les populations spécifiques. Mais en réalité, sur le terrain, quelques personnes ne sont pas reconnues immédiatement comme étant, disons, des travailleuses de sexe. Donc, nous devons changer notre approche d'action et nous devons plutôt cibler les personnes de manière géographique. C'est-à-dire que nous devons savoir les régions dans lesquelles les travailleuses de sexe travaillent. Peut-être que certaines personnes ne sont pas vraiment des clients aux travailleuses de sexe. Nous ne pouvons pas le savoir, nous ne pouvons pas facilement identifier les travailleuses de sexe. Nous devons donc adopter des méthodes différentes pour pouvoir les cibler sur le plan géographique, pour pouvoir identifier les régions dans lesquelles nous devons tester les personnes séropositives. Nous ne devons pas parler vraiment de populations clés à cet égard. Nous devons appliquer ce dépistage sur un plan global, mais focaliser notre dépistage dans des régions bien précises. Donc, nous devons changer la méthode adoptée. En effet, l'élément clé des populations clés ou les populations qui sont considérées comme des populations clés sont déjà couvertes par le mandat de plusieurs ONG et de plusieurs organisations internationales qui travaillent avec elles. Mais cibler ces populations clés est un peu dur. C'est pour cela que nous avons besoin de changer notre méthode. Et c'est ainsi qu'il ne faut plus penser au profil des populations clés, mais penser plutôt à la région géographique dans laquelle elles peuvent se retrouver. Nous vous remercions. Nous avons donc une série de questions à Dr. Walter Ogwoka. Je ne sais pas s'il est toujours avec nous. Dr. Walter, êtes-vous avec nous? J'espère que quelqu'un d'autre pourra nous aider à répondre à ces questions. Peut-être un autre panéliste, professeur William ou professeur Manasson, pouvez nous aider à répondre aux questions. J'ai une question d'ailleurs qui est adressée à Dr. Walter.
did you encounter with self-testing of Yeah. HIV in Vous Nigeria? avez certes connu des défis dans les campagnes de dépistage au Nigeria. Vous avez déjà annoncé que les kits d'autodépistage ont déjà été distribués aux membres de la communauté et vous avez reçu quand même un retour concernant les résultats de ces tests de dépistage. Pourriez-vous nous en parler davantage? Je vous remercie de cette question parce qu'il s'agit bien d'un grand défi majeur que nous avons rencontré au niveau des tests de dépistage du VIH. Nous avons collaboré avec les dirigeants religieux. Grâce aux dirigeants religieux, par exemple, nous avons forcé les personnes qui allaient se marier à réaliser ces tests de dépistage du VIH. Donc, tous les religieux, tous les dirigeants religieux, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, ont représenté eux-mêmes un défi. Comment les convaincre de la nécessité de demander aux gens de réaliser ces tests avant leur mariage? Et comment pouvons-nous collecter les résultats et comment convaincre les personnes à faire l'autodépistage et suivre les résultats? Donc, voilà le défi majeur que nous avons rencontré avec les dirigeants religieux. Mais par la suite, sur le terrain, nous avons pu quand même mobiliser des dirigeants des communautés chrétiennes, par exemple du Nigeria. Nous sommes rendus dans certaines régions chrétiennes du Nigeria et nous avons parlé aux dirigeants pour les convaincre de la nécessité de faire des tests de dépistage du VIH. Donc, nous avons quand même encouragé l'ouverture à ces tests grâce aux dirigeants chrétiens. Et ce que nous avons fait est que nous avons collecté des résultats qui ont changé quand même la cartographie géographique que nous avions. En effet, avant, nous avions cru que dans certaines régions, il n'y avait pas de personnes séropositives. Mais avec le temps, après avoir lancé cette campagne de masse de dépistage, et après avoir distribué les kits d'autodépistage du VIH, nous avons vu qu'il y avait encore d'autres régions qui comptaient un grand nombre de personnes séropositives et c'est grâce à notre collaboration avec le gouvernement que nous avons pu également identifier ces régions. Et ces résultats étaient vraiment très intéressants, ce qui a également contribué au rapport de l'ONU-SIDA et qui a montré au Nigeria qu'il y avait des régions où des personnes séropositives existaient vraiment, alors que nous croyons qu'ils n'existaient pas dans ces régions. Donc, nous avons pu changer notre stratégie après avoir observé et découvert le vrai taux de prévalence dans les différentes régions. Nous avons donc trouvé un défi majeur en convainquant les dirigeants religieux, pas avec les autres parties prenantes, c'était plus facile, mais ce n'était pas facile pour nous de convaincre de la nécessité d'utiliser ces tests de dépistage du VIH. Les autres parties prenantes et surtout les personnes séropositives étaient déjà fatiguées, donc ils ont accepté ces tests de dépistage plus facilement. Donc, nous avions déjà convaincu de la nécessité d'utiliser des préservatifs, de suivre des tests de dépistage sur le plan communautaire. C'est ce que nous avons fait. Et nous avons pu donc mobiliser le savoir pour convaincre les membres des communautés locales. Et quand nous avons distribué ces tests d'autodépistage, nous avons quand même perçu une certaine ouverture, mais les kits ont été utilisés en se basant sur les collectes de sang à travers la transfusion sanguine, mais pas avec la salive. C'était un peu difficile de les convaincre de faire le dépistage, l'autodépistage à travers la salive au Nigeria. Nous vous remercions déjà, Dr. Walter. Nous donnons la parole à Dr. Manasson. Nous avons une question à vous poser. Elle était adressée à un autre panéliste. Est-ce que le test de compte de cellules CD4 pour diagnostiquer le VIH avancé? Oui, selon ce qui a été dit. Mais pensez-vous que le test CD4 pourrait être généralisé pour toutes les personnes séropositives? Donc, au Nigeria, y a-t-il de preuves que le test CD4 a été utilisé pour suivre d'autres personnes séropositives? En effet, les kits de test CD4, du compte de cellules CD4,
ont été validés, mais je ne sais pas quelle était l'autorité qui a validé leur utilisation au Nigeria. La fonction de ces tests CD4 est de vous montrer que le compte de cellules CD4 est tel ou tel chez un patient. Donc, si nous considérons la définition du VIH avancé, et la première fois où le test de CD4 a été utilisé, le compte de cellules était de 350. Donc, les patients étaient obligés de refaire le test une deuxième fois. Donc, le test CD4 ne nous intéresse pas parce que ce qui nous intéresse est de savoir et d'avoir des patients qui ont un CD4 de moins de 200 ou de plus de 200. Maintenant, pour ce qui est du VIH avancé, le test CD4 peut être utilisé et il est utile. Pourquoi? Parce que si le résultat du test est négatif, ça veut dire que ça nous donne une indication concernant le CD4. C'est-à-dire, si vous faites le test et le CD4 est plus de 200, et si vous faites une deuxième fois le CD4 et vous avez un résultat de cellules de moins de 200, alors le test n'est plus efficace. Et ce test CD4 peut être réalisé sur n'importe quelle personne. Généralement, ce test CD4 n'est pas très efficace quand, par exemple, les personnes ont déjà un CD4 qui est très élevé, donc ça vous montrera normalement que c'est un CD4 qui dépasse les 200 cellules. Donc, ça ne sera pas utile dans ce cas. L'utilité du test CD4 est de montrer les cas de VIH avancé. Ce test peut être réalisé chez toutes les personnes et s'il est positif, la personne concernée peut utiliser ce test CD4, surtout si la personne montre des symptômes particuliers. Maintenant, les personnes qui suivent un traitement pour un temps raisonnablement long, et s'il existe des signes que le traitement de ces personnes ne marche pas, vous ne pouvez pas, dans ce cas, utiliser les tests à diagnostic rapide, le test CD4 dans ce cas, chez ces personnes. Parce que ces personnes-là sont sous traitement. Maintenant, si vous découvrez dans ce cas un cas de VIH avancé, là, vous devez encore approfondir les tests pour découvrir s'il y a des infections opportunistes. Il faut découvrir s'il y a de telles infections, il faut les traiter avant de parvenir à une conclusion concernant le VIH avancé. Donc là, dans les autres cas, le test CD4 pourrait être réalisé donc chez toutes les personnes, surtout si les personnes ont un VIH avancé. Nous vous remercions donc. Nous passons à la question suivante. Comment avez-vous surmonté le défi de la stigmatisation des patients qui sont déjà traités? Donc, pour expliquer cette question, les patients séropositifs, des fois, cherchent à cacher qu'elles sont séropositives et cacher le fait qu'elles reçoivent un traitement. Est-ce que vous avez compris la question? Donc, selon la question, il existe un certain défi en matière de stigmatisation, notamment auprès des personnes qui reçoivent un traitement. Et on veut savoir comment ce défi est surmonté normalement dans vos pays respectifs, surtout si vous avez des personnes séropositives qui reçoivent déjà un traitement et qui cherchent à cacher leur statut sérologique. Yes, so if you allow me, I will go ahead to agree completely with the. Permettez-moi là de me mettre d'accord avec cette personne.
les cibles à atteindre étaient 95, 95, 95. Et aujourd'hui, nous parlons de la stigmatisation. C'est-à-dire que nous pensons uniquement aux cibles qui doivent être atteintes sans penser à la stigmatisation, notamment chez les étudiants dans les écoles secondaires et tout ça, et chez les populations vulnérables. Donc, dans la région de l'Afrique occidentale et centrale, précisément, nous devons prendre en considération ce défi de stigmatisation, mais nous avons une loi contre la stigmatisation. Selon cette loi, la personne doit avoir la volonté et le droit d'accepter ou de déclarer son statut sérologique, que ce soit publiquement ou d'une autre manière. Donc, si la personne est sérologique ou séropositive, peut-être que la personne veut ou ne veut pas divulguer son statut sérologique à son partenaire. Donc, c'est un droit qui est accordé par la loi à la personne sérologique. Nous devons tout d'abord reconnaître cette loi parce que c'est donné par la loi. Donc, c'est un droit qui est consacré par la loi. Par la suite, pour répondre à la question concernant la réponse globale au VIH et s'il y a eu vraiment des incidents de stigmatisation, la réponse définitive est oui, sûrement. Bien évidemment, nous avons fait face à un défi de stigmatisation. Vous savez que dans les pays africains, normalement, dans n'importe quel contexte de défis socio-économiques, défis au niveau de la santé, etc., vous devez toujours faire face à un problème et un défi de stigmatisation. C'est pour cela que nous devons compter sur les campagnes de prévention et nous devons allouer quelques ressources financières pour travailler sur le volet de la prévention et pour éclaircir et mettre l'accent sur les problèmes de stigmatisation qui pourraient être confrontés par la personne séropositive potentielle. Et c'est ce que nous avons fait sur le plan national, pardon. Et là, dans ce contexte, comme démarche suivante, nous devons certes déployer des efforts croissants pour réduire la stigmatisation et pour répandre des messages sur les droits de l'homme, sur l'égalité des genres et sur les différentes autres activités qui peuvent réduire la stigmatisation. Pour commenter un peu cette question, je voudrais annoncer que la stigmatisation est un phénomène social que vous ne pouvez pas changer si vous ne changez pas les perceptions sociales. C'est-à-dire que dans le contexte de notre travail, comme Walter a déjà déclaré, nous devons nous intéresser aujourd'hui à la stigmatisation. Les gens qui reçoivent un traitement ne transmettent pas le virus et c'est ce que nous devons répandre dans les campagnes de sensibilisation. Même dans les livres scolaires, nous pouvons voir comment le VIH est éduqué dans les écoles aujourd'hui de manière différente par rapport aux années précédentes. Donc, toutes ces informations erronées, toutes ces mauvaises et fausses conceptions doivent être changées. Nous parlons maintenant au sein de communautés de personnes vivant avec le VIH. Et nous oublions des fois que les personnes ne savent pas et ne possèdent pas les connaissances que nous avons. Donc, nous devons changer leur mentalité à travers ces campagnes de sensibilisation dont nous avons parlé. Ma question personnelle que j'aimerais vous adresser est la suivante. Les tests d'autodépistage non invasifs, comme par exemple les cotons-tiges qui sont utilisés dans la bouche, etc., pourraient être peut-être des kits d'autodépistage dans les périodes à venir et pourraient ne pas être aussi efficaces que les kits de la 4e génération qui sont maintenant lancés. C'est normalement l'argument qui est utilisé pour commercialiser les kits de dépistage. C'est un argument donc qui est utilisé par les fabricants de kits de dépistage. Comment vous faites pour faire face à ces mauvaises conceptions et pour répondre à ces arguments? Je vous remercie. Nous devons suivre la même stratégie. Si les fournisseurs commerciaux nous amènent des kits, par exemple, et qu'ils considèrent que ces kits sont meilleurs que d'autres, nous devons les évaluer.
parce que normalement, nous devons voir donc les échantillons. Ces tests sont réalisés à partir d'échantillons, donc nous devons évaluer ces échantillons et ces tests. Maintenant, ces tests de dépistage non invasifs peuvent utiliser le sang et également la salive buccale. Donc, ils ont un certain avantage par rapport aux autres tests. Donc, les tests non invasifs peuvent utiliser la salive alors que les autres ont besoin de sang. Et là, un autre argument pourrait avoir trait au coût, c'est-à-dire que certains tests de dépistage pourraient être efficaces, mais leur coût est très élevé. Donc, nous devons peut-être négocier leur coût, discuter encore pour assurer des produits efficaces, mais à coût abordable également. C'est ce que nous avons rencontré déjà dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. Il y a eu beaucoup de tests à diagnostic rapide et qui ont émergé par la suite et qui n'étaient pas disponibles au début de la pandémie. Peut-être que nous verrons bientôt des tests de dépistage de la COVID-19 et du VIH, comme nous avons des tests de dépistage de syphilis et de VIH ensemble. Donc, on verra. On devra voir notamment l'efficacité de coût de ces kits de dépistage pour que les patients bénéficient de ces programmes et de ces tests de dépistage. On verra le progrès qui aura lieu et nous continuera notamment l'évaluation de ces tests. Les kits de 4e génération sont meilleurs que les kits de la 3e génération, bien évidemment. Maintenant, cela dépend de la cavité orale. Par exemple, si nous voulons extraire de la salive de la bouche. Maintenant, si vous comptez d'extraire des échantillons de sang, là, peut-être il y a certaines contraintes médicales, mais pour la salive, peut-être que c'est plus facile. Même pour l'urine, il faut également considérer la concentration de l'urine, le temps de l'extraction du prélèvement de l'urine, s'il y a un taux élevé d'alcool qui a été consommé, par exemple, et qui peut être reflété par les analyses de l'urine, etc. Donc, nous avons besoin d'évaluation pour voir l'efficacité vraiment de ces tests. Nous vous remercions. La dernière question est une question globale et générale adressée à vous tous. En effet, il y a certaines personnes qui n'aimeraient pas subir le test. Comment alors les convaincre et les engager en vue de les faire subir au test? De les subir au test. Comme justement les personnes qui ne veulent pas être vaccinées. Là également, nous avons des personnes qui n'aimeraient pas subir le test. Nous devons simplement continuer à les engager et continuer à les convaincre. Et à travers les réseaux sociaux, peut-être que nous pourrons également partager les expériences d'autres utilisateurs, d'autres bénéficiaires, ainsi que le message revêtra encore plus de crédibilité plutôt que le message que l'on transmet dans des journaux médicaux. Donc, nous devons transmettre le message de façon à ce qu'il soit vraiment convaincant pour les personnes. Pour ce qui est des communautés au Nigeria, je vais vous dire ce qui s'est passé au début quand nous avons utilisé les tests. Quand les personnes ont vu que leurs dirigeants communautaires utilisaient ces tests, et comme il était facile de subir ou de réaliser ce test d'autodépistage, les membres des communautés sont devenus encouragés et elles ont dû subir ce test. De même pour les dirigeants religieux, quand les dirigeants religieux ont eux-mêmes réalisé les tests devant leur communauté, que ce soit les dirigeants chrétiens ou musulmans, ils ont fait eux-mêmes les tests à diagnostic rapide et les tests d'autodépistage. Ils ont trop aidé leurs membres communautaires. Nous avons certes un long chemin à parcourir pour ce qui est des campagnes à lancer. Mais l'important message, le message important pour ce qui est de ces campagnes de dépistage est que vous devez convaincre les gens. Et nous devons toujours répandre les messages et encore disséminer encore plus de messages informatifs et sensibilisants aux communautés locales. Nous vous remercions donc. Nous remercions Dr. Larmarange. Nous remercions tous les intervenants et les panélistes. Docteur Larmarange, voudriez-vous
bien prendre la parole. Je vous remercie de m'avoir invité à être avec vous. Je voudrais dire que l'autodépistage est visible, il est acceptable. Il suffit de simplifier ce dépistage pour que toutes les communautés locales aient accès à ces kits d'autodépistage. Donc, dernier message de Dr Manasson. Beaucoup d'activités de dépistage se déroulent aujourd'hui, mais vu la complexité et la nature des tests de la charge virale, nous trouvons qu'il est difficile de suivre les personnes séropositives, notamment les personnes qui sont déjà prises en charge et qui reçoivent un traitement. Donc, les communautés scientifiques doivent remédier à ce problème pour ce qui est du test de la charge virale. Les activités doivent être ajustées et un test à diagnostic rapide doit être fait pour la mesure de la charge virale. Là, ça pourrait vraiment créer une différence pour assurer le continuum de la prise en charge des personnes séropositives. Je vous remercie, Dr Manasson, de ce point important et efficace en réalité, parce que c'est ainsi qu'une opportunité égale sera donnée à toutes les personnes pour vraiment mesurer leur charge virale. Et pour ce qui est du dépistage, nous ne devrions pas uniquement améliorer les procédures, mais nous devons améliorer le type d'équipement utilisé et la rapidité de réponse de ces kits de dépistage en vue d'améliorer les services fournis. Je voudrais vous remercier tous de votre participation à ces discussions. Je voudrais remercier les panélistes précisément et nos deux intervenants. Nous remercions également l'auditoire avec nous et au nom de l'initiative Happen de santé publique, nous voudrions également encourager les participants et l'auditoire à prendre part aux séances prochaines de ce symposium. Vous pouvez trouver les détails du site web et nous espérons que ces informations qui ont été partagées vous seront utiles dans votre travail, notamment pour ceux qui travaillent dans la région de l'Afrique occidentale et centrale. Et nous espérons pouvoir vraiment répliquer les expériences que nous avons apprises des différents pays tels que le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Mali. Nous espérons pouvoir répliquer ces expériences dans d'autres pays africains de la région également. Donc, je voudrais vous remercier de votre participation. N'oubliez pas que vous pouvez également remplir le formulaire d'évaluation à la fin de cette réunion pour évaluer le symposium. Tous les participants sont en effet priés de remplir ce formulaire d'évaluation. Vous allez recevoir un courriel, en effet, le vendredi, vous demandant de remplir le formulaire d'évaluation du symposium. Nous vous prions donc d'être ouvert et honnête dans vos observations. Nous apprécions donc votre retour d'information, quelle que soit la forme avec laquelle vous voulez exprimer votre retour, que ce soit par courriel ou autre canal et chaîne de communication pour pouvoir évaluer ce symposium. Donc, vous pouvez envoyer votre retour d'information à l'adresse courriel de l'IAS qui vous est fournie donc dans le cadre de cette séance. Vous avez déjà l'adresse IAS est du @iassociety.org. Donc, le modérateur lit bien donc maintenant l'adresse courriel de l'AIS, l'email eas@iassociety.org. Nous vous remercions, nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Nous vous remercions donc de cette séance. Au revoir.